Est-ce que c'est encore vraiment le bon moment pour devenir graphiste? Avec l'IA qui évolue ultra vite, bah, t'as peut-être l'impression que c'est trop tard. Et c'est une question que je me posais déjà il y a de ça 2 ans. Sauf que j'ai pris la décision de me lancer à 100% en tant que graphiste. Et bah, en fait, je pense que c'est encore clairement faisable. Et qu'au final, bah, tout le temps que tu passes à stresser par rapport à l'IA, bah, c'est plutôt du temps que tu pourrais passer à structurer et à lancer ton activité. Moi, c'est Adrien, je bosse dans la com et le graphisme depuis plus de 6 ans. Depuis, j'ai pu accompagner plus de 200 clients différents, que ce soit des PME, des startups ou même des grands groupes. Aujourd'hui, je vis du graphisme à 100% et bah, je voulais faire une vidéo parce que j'ai fait plein d'erreurs et je voulais tout simplement t'éviter de les faire aussi. Cette vidéo va être structurée en 6 différents points et on va commencer tout de suite avec le fait de poser les bases avant de se lancer. Et le premier point qui est de choisir entre se spécialiser ou être généraliste. Alors il y a des points positifs dans les deux. Autant quand tu es plutôt généraliste, bah, tu vas pouvoir faire du chiffre d'affaires sur beaucoup de choses différentes. Mais si tu te spécialises, ben, je pense vraiment qu'il y a beaucoup plus de possibilités qui sont ouvertes. Justement parce que tu vas avoir une expertise dans un truc bien spécifique. Et c'est ce que j'ai fait de mon côté avec la création de logos et d'identité visuelle, plutôt dans un style minimaliste et géométrique. Il y a énormément de raisons pour lesquelles je pense vraiment que se spécialiser en tant que graphiste, ben, c'est ultra important. Et si ça t'intéresse, dis-le moi, comme ça je ferai une vidéo spécifique par rapport à ça. Mais du coup, ben, c'est bien de se spécialiser, mais par contre, se vendre en tant que spécialiste, bah, j'aime pas du tout. Et tu vas me dire, là, je comprends pas. Bah, il y a une énorme différence entre se vendre en tant que spécialiste et se vendre en tant que spécialisé en. Je pense que tu entends la nuance, mais dire que tu es quelqu'un qui est spécialisé en quelque chose, ben, tu peux l'être sans être un expert. Et pour des personnes qui ont le syndrome de l'imposteur notamment, bah, de mon côté, dire que j'étais spécialisé en quelque chose, bah, c'était plus facile que de dire bah, je suis le spécialiste en création de logo parce que bah, je trouve que ça a une sonorité qui est trop pour moi. Troisième élément, au niveau du statut, ben, pour une structure simple, là je parle pas de société, tu vas avoir la possibilité de soit être auto-entrepreneur, soit être artiste-auteur. Et souvent, on dit, bah, si tu fais de la création, vaut mieux partir en tant qu'artiste-auteur, parce que normalement, le statut est censé être plus avantageux. Cela dit, bah, de mon côté, pour l'instant, je préfère fonctionner en tant qu'auto-entrepreneur, même si je fais de la création, tout simplement parce que en termes de démarche administrative, je trouve ça beaucoup plus simple. Ça m'évite de devoir refacturer les histoires de taxes pour la formation professionnelle et de fonctionner juste au devis, à la facture, et puis comme ça, au moins, je suis tranquille. Maintenant, c'est ton choix qui t'est propre, et puis bah, je ferai sans doute une vidéo spécifique par rapport à ça. Et dernière chose, bah, un graphiste, c'est pas juste un graphiste, malheureusement. Faut bien comprendre que si tu te lances en tant qu'indépendant, bah, tu vas être un ou une chef d'entreprise. Donc tu vas te taper la comptabilité, les ventes, les réseaux sociaux, tous tes systèmes d'acquisition, le service après-vente et aussi la livraison que tu fais en tant que graphiste. C'est vraiment quelque chose auquel il faut penser et en tout cas dans mon cas, c'est que ça ne me dérange pas parce que j'aime le fait de faire beaucoup de choses différentes. Et ben on peut passer au deuxième point qui est le fait de se lancer malgré les doutes. Ouais, c'était important pour moi de parler de cette section parce que honnêtement, ben, le nombre d'années que j'ai passé à attendre de prendre une décision, c'était un peu compliqué. Et si tu es dans ce cas-là, bah, voilà quelques différentes informations qui pourront t'être utiles. Déjà, dans un premier temps, bah, en fait, tes compétences en graphisme, elles sont sûrement déjà suffisantes. On a beau avoir le syndrome de l'imposteur, mais pour avoir ses premiers clients, il n'y a pas besoin d'être le meilleur du monde, même si c'est difficile parce qu'avec les réseaux sociaux, bah, on se compare forcément avec les meilleurs du monde tout le temps. Et avec tes compétences actuelles, ben, je pense vraiment que tu arriveras à livrer quelque chose qui plaira à ton client et qui te permettra d'avoir une première review. Par contre, bah, il y a des compétences que tu as peut-être pas encore et c'est plutôt les compétences qui sont liées à la vente et à la structure du processus. Et je vais t'expliquer tout ça après. Le deuxième truc, bah, c'est le syndrome de l'imposteur, j'en ai déjà parlé. Et honnêtement, bah, c'est quelque chose qui s'atténue avec le temps, je pense. De mon côté, c'est quelque chose que j'avais énormément parce que ben, je suis pas issu d'une formation de graphiste initialement. Je suis diplômé d'un master en business stratégie, donc ben, j'ai la partie vente stratégique, etc. Mais la partie graphique, j'avais dû l'apprendre moi-même. Et de mon côté, bah, quand j'ai pu vraiment atténuer le syndrome de l'imposteur, c'est quand j'ai commencé à avoir beaucoup de reviews. En fait, à l'époque, pour me lancer, j'ai créé un concours qui s'appelait le concours logo gratuit. C'était quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux depuis longtemps, bah, t'as dû voir ça passer. Et du coup, pendant à peu près 5 mois, bah, j'ai créé 100 logos pour des inconnus, qui m'a permis de créer du contenu qui créait de l'attention, d'améliorer mes compétences en même temps, et en même temps de recevoir une première review. Et l'intérêt, bah, c'est que vu que je me suis spécialisé dans un truc spécifique, bah, j'ai pu faire beaucoup de volume de ce truc spécifique et prendre du level assez rapidement. Bon, j'ai encore énormément de choses à apprendre par rapport à la création de logos, mais j'ai eu pas mal de retours de gens beaucoup plus expérimentés qui étaient impressionnés par le fait que j'apprenais très très vite. Et de mon côté, je pense vraiment que c'est parce que j'ai fait beaucoup de volume en très peu de temps. Le troisième point, c'est que je pense vraiment que ça sert à rien d'attendre parce qu'en fait, tu vas toujours avoir des nouveaux clients qui vont te pousser dans des situations inconfortables. Et je parle bien en termes de créativité. Et quoi de mieux que des vrais projets clients plutôt que des briefs fictifs. Je pense vraiment que c'est complètement différent et que les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Et quitte à faire des projets fictifs, bah pourquoi pas proposer tes services pour des assos gratuitement, potentiellement la famille, bien faire une version de ce que j'avais fait avec le concours pour surtout obtenir tes premières reviews, tes premiers projets et pouvoir te construire un vrai portfolio avec des vrais projets. Ensuite, bah, faut se rendre compte que tout est disponible gratuitement en ligne, que tu as envie d'améliorer tes compétences en graphisme, en vente,
vente, sur la partie livraison, sur la partie réseaux sociaux. En fait, il y a tout sur YouTube. Mais même si tu vas regarder plein de vidéos, bah, en fait, ce qui va te faire progresser, c'est les vrais projets. Et c'est inconfortable, mais il faut passer par là. Mais de mon côté, en tout cas, bah, plus j'ai fait de volume et plus j'avais d'expérience, plus j'avais de reviews et moins j'avais le syndrome de l'imposteur. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est plus ou moins normal. Ensuite, bah, si tu te lances, autant partager ton process, même si c'est imparfait, bah, ça va t'aider toi et ça va aider les autres. Parce qu'en fait, quand tu fais un peu de pédagogie, bah, au-delà d'aider des gens qui sont un peu dans le même bateau, bah, ça a un intérêt aussi pour soi parce que ça permet de structurer ses idées et bah, je pense aussi d'apprendre plus rapidement. En tout cas, de mon côté, ça m'a beaucoup aidé. Et l'autre gros intérêt, c'est que si tu partages ce que tu fais, bah, tu vas rencontrer des gens super en chemin. J'ai rencontré plein de collègues graphistes là ces 6 derniers mois et bah, c'est trop cool parce qu'au final, bah, quand tu es dans ta chambre en train de bosser sur tes projets, tu te rends pas compte qu'il y a plein de gens qui sont trop cool, qui font la même chose que toi. Donc autant partager tout ça. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux doutes et le fait de se lancer, mais maintenant, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de réfléchir à ton positionnement. Bah ouais, parce qu'il y a une réalité, c'est que dans le graphisme et la com, la concurrence, elle est assez rude. Vu qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, tout le monde peut être graphiste, tout le monde peut être communicant. Donc, bah, pour créer sa propre place, il va falloir avoir des stratégies. D'où la question de la spécialisation, mais bon, j'en ai déjà parlé. Moi, de mon côté, bah, j'ai décidé de faire des logos et des identités parce que c'est ce qui me plaisait le plus. Et je bosse en général avec un style assez particulier qui va vraiment bien refléter les marques de la tech, de l'immobilier. Mon truc, c'est vraiment de faire des insignes et donc, du coup, bah, ça répond vraiment à ce type de besoin. Maintenant, de ton côté, ben, si tu préfères faire du packaging design, tu peux te spécialiser en packaging design. Si tu aimes le motion, bah, tu peux te spécialiser en motion. Si tu fais du web design, tu peux te spécialiser en landing page, par exemple. On a le cas des mini makers aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que si tu choisis vraiment un service spécifique que tu proposes, bah, déjà, il y aura beaucoup moins de concurrence sur ton service. Et du coup, bah, ton offre, elle sera créée dans une bulle spécifique et elle va aussi répondre à un avatar, donc un style de client spécifique. Bah, je te donne un exemple. Si de mon côté, j'aimais bosser avec des thérapeutes, bah, je pourrais imaginer une spécialisation en identité pour les thérapeutes. Mais à partir de là, bah, c'est super simple. Tu as juste à te créer un portfolio qui répond à ce besoin-là. Et dès qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer en tant que thérapeute, bah, il va tomber sur ton contenu et il va être en mode: ah ouais, mais c'est la personne idéale à qui bosser en fait. Donc tu passes d'un côté où bah, les prix sont tirés par le bas par le fait qu'il y a beaucoup de concurrence, à un domaine où du coup bah, les prix sont pas tirés par le bas puisque tu réponds à un besoin ultra spécifique et où tu vas pouvoir créer ta propre offre en fonction des besoins spécifiques de cet avatar client. Je vais faire une vidéo complète par rapport à ça parce que je pense que la maîtrise de l'avatar client, c'est quelque chose qui a énormément de potentiel et qui permet de passer d'un graphiste qui vivote de son activité à quelqu'un qui peut réellement en vivre bien, quoi. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de voir cette vidéo dans le futur. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que j'ai négligé les réseaux sociaux pendant très longtemps. Sauf que pour avoir des clients, bah, je pense qu'il n'y a pas un milliard de possibilités. Soit tu fais de la pub payante, mais tu prends le risque de pas être rentable dessus. Soit tu te références sur tous les sites de graphistes, mais il y a énormément de concurrence. Soit tu gères à mort le référencement de ton site en SEO et puis avec ta fiche Google, mais franchement, j'ai essayé et ça suffisait pas. Soit tu acceptes le fait que bah, faut passer par les réseaux sociaux. Ouais, parce que ton contenu, il va être distribué à une audience et dans le volume de tout ce que tu postes, bah, en fait, de mon côté, bah, j'ai assez de clients pour vivre. Donc vraiment ne pas négliger la notoriété parce que ben il y a double intérêt en fait. C'est que non seulement ton contenu va être distribué de façon gratuite, plus tu vas avoir de réputation et plus tu vas pouvoir pricer haut. Et si tu en as envie, bah, plus tu vas pouvoir travailler avec des gros clients. Et de mon côté, bah, j'ai vraiment vu la différence entre il y a un an où je travaillais que avec des petites PME avec un panier moyen à 300-400 € et ces derniers mois où je me rends bien compte que mon panier moyen il est plutôt aux alentours de 1500 à 2000 €. Alors attention, ça veut pas dire que je bosse moins, mais par contre j'ai besoin de moins de clients pour avoir le même nombre de sous à la fin du mois. Et franchement, bah, je trouve que ça m'est beaucoup plus safe. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que bah, l'intérêt des réseaux sociaux, c'est que bah, tu vas pas montrer ta personnalité, et pour de vrai, parce que je pense vraiment que les gens qui bossent avec toi, bah, ils le font parce qu'ils apprécient la personne que tu reflètes sur les réseaux. Mais du coup, bah, je pense que l'erreur, c'est de vouloir construire une personnalité qui est vraiment différente de celle qu'on a en temps réel, pour essayer de faire un truc un peu shiny, tu vois. Mais d'un côté, bah, je pense déjà que ça se ressent. Si tu changes ta personnalité par rapport à ça, bah, en plus, tu risques de bosser avec des clients qui vont pas résonner avec la personne que tu es réellement. Et si tu dilues ta personnalité, bah, c'est encore pire parce que tu vas te retrouver à bosser avec des clients avec qui tu pas envie de bosser. Et ensuite, il y a un autre truc qui va faire la différence, c'est le fait d'avoir une offre claire et aussi un process qui est clair. Bah ouais, parce que quand tu vas rencontrer un futur client, le pire à faire, c'est de prendre son téléphone, de l'appeler et de pas avoir de plan. Je l'ai fait pour un moment et c'est vraiment l'enfer et c'est comme ça que je passais 1 heure et demie au téléphone avec les gens avant qu'ils me payent. Je ne peux pas forcément recommander et je le recommanderai à personne. Donc au niveau du process, de mon côté, comment je fonctionne, quelqu'un qui a un projet, il va booker un rendez-vous sur Calendly, une sorte d'appel découverte ou appel de stratégie. Quand tu vas rencontrer ton futur client, bah, il y a 3 choses qu'il va falloir faire attention. La première, c'est s'assurer qu'il ait confiance en toi et que tu sois en capacité de répondre à son besoin et que tu as envie de répondre à son besoin aussi. Qu'il y ait un process défini qui va permettre d'atteindre, cet objectif, dans un délai qui vous correspond à vous 2 et qu'au niveau du tarif, bah, vous soyez tous les 2 OK. Pareil, je vais préparer une vidéo spécifique par rapport à ça, si jamais tu me dis que ça t'intéresse et c'est aussi à ce moment-là que tu vas pouvoir montrer un portfolio qui a pour but de rassurer le client sur le fait que tu vas être en capacité de répondre à son besoin et pas à l'impressionner. Donc forcément, bah, si tu choisis un avatar client spécifique
avec lequel tu as l'habitude de bosser, de façon idéale, tu vois? C'est jamais exactement pareil, mais bon, on se comprend. Bah, au moins, quand tu vas lui montrer que tu as déjà bossé avec des clients similaires, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'avoir le projet. Bon, bah, on peut passer à la suite, hein. Pour la partie 4, on va parler de la stratégie business. Et oui, parce que, ben, OK, le graphisme, c'est cool, mais il faut aussi parler de business parfois. Donc peu importe que tu sois spécialisé ou non, il y a un truc central auquel il va falloir réfléchir, qui est la stratégie que tu vas appliquer plutôt sur la partie volume. Ouais, parce qu'en tant que graphiste, instinctivement, tu te dis: «Bah, pour définir mes prix, je vais prendre la moyenne des graphistes, je vais me mettre un peu moins cher et ça va bien se passer». J'ai testé et ça s'est pas bien passé. Ouais, parce que tout le monde fait ça et donc du coup, à la fin, tu as les prix qui sont tirés vers le bas. Tu proposes les mêmes choses que tout le monde et il y a forcément quelqu'un qui va être meilleur que toi, donc ben, tu te tires une balle dans le pied et là, je me parle à moi-même dans le passé. Donc en réalité, en fait, tu as seulement 2 possibilités, soit d'un côté extrême et soit de l'autre côté extrême, je pense. Soit tu te dis: «Bah, vas-y, je vais faire du volume, donc je vais améliorer mes process pour, fonctionner le plus rapidement possible», donc volume haut, petit prix. Et sinon, de l'autre côté, bah, tu as le côté un peu plus premium où tu vas travailler avec des prix relativement hauts, mais avec peu de clients. Et bah, moi, de mon côté, je préfère cette partie-là. De ce côté-là, tu as par exemple Louis Key, que tu connais peut-être, qui fait des logos sur Fiverr. Il fait un volume incroyable. Il est basé en Géorgie. Enfin, c'est un fou malade et je trouve ça trop stylé ce qu'il fait. Certains vont dire qu'il pète le marché, mais bon, après, c'est sa stratégie. Il fait ce qu'il veut et bah, je trouve ça louable et bah, de ce côté-là, tu vas avoir, plutôt les personnes qui vont jouer sur la réputation, qui vont avoir un avatar spécifique, qui vont avoir un personal branding et du coup, qui vont plutôt se placer dans des politiques de prix un peu plus élevées que la moyenne, voire beaucoup plus élevées que la moyenne pour certains. Si tu as prévu de bosser en format agence, avec une équipe et tout, ce côté-là fonctionne très, très bien, mais si tu veux bosser plutôt en freelance, graphiste solo, je crois qu'il va falloir plutôt partir vers ce côté-là pour, pouvoir être compétitif. Après, ça reste que mon avis à moi. Ensuite, pour les tarifs, ben, tu as la possibilité de bosser au TJM, donc tarif journalier moyen. C'est des tarifs journaliers qui vont être basés sur l'expérience, en général entre 250 vraiment au minimum, jusqu'à 750 pour les plus expérimentés par jour. Mais ça peut être assez difficile à expliquer aux clients selon moi. Du coup, bah, j'ai tendance à préférer le côté forfait où du coup, ben, tu vas avoir une offre prédéfinie avec un tarif pour chaque chose et au mieux vraiment, bah, une offre, sous 3 tiers différents, bronze, argent ou or, qui va répondre à un besoin spécifique. C'est ce que je fais de mon côté et je pense que ça aussi, ça mérite une vidéo longue. Ensuite, un autre élément auquel tu as pas forcément pensé, c'est la cession des droits. 2 possibilités, soit tu la factures, soit tu l'intègres dans ton tarif. Moi, je fais ça, tout simplement parce que c'est plus facile à expliquer aux clients et en plus, ça permet d'avoir un argument de vente en plus, en mode: «Avec moi, vous allez avoir les droits complets et internationaux, sur votre logo». Donc n'hésite pas à le mettre en avant, surtout si c'est gratuit. Et du coup, dernier point, n'hésite pas aussi à utiliser l'IA, mais pas pour la création, parce que ça, normalement, c'est censé sortir de ton cerveau. Mais par contre, sur les parties administratives, la rédaction des textes, la définition de l'offre, la création des documents, les conditions générales de vente, les contrats, vraiment, il y a moyen de faire les choses plus rapidement et j'en parlerai aussi dans une vidéo spécifique. Bon, bah, du coup, une fois que tu as ta stratégie, il est temps de parler de structure du process de vente. Bah, ouais, parce que maintenant que tu as ton offre, OK, bah, tu vas rencontrer ton premier client en appel. Tu décides de fonctionner comme ça. C'est ce que je t'ai expliqué juste avant. Tu prends 30 minutes pour aligner les différentes attentes et directement après l'appel, bah, tu vas pouvoir envoyer la présentation si tu as fait un Google Meet ou un truc équivalent, le devis avec tes coordonnées bancaires pour qu'ils puissent t'envoyer la compte et aussi tes conditions générales de vente, important. Mais par contre, j'ai tendance à croire qu'il faut le justifier pendant l'appel de vente et du coup, bah, ce que j'aime bien faire moi, c'est pendant l'appel de vente, je vais dire, et c'est la réalité, bah, je suis en capacité de bosser qu'avec X nombre de personnes par mois. Là, je suis booké jusqu'à insérer date. Attention, pas mentir, il faut que ça soit vrai. Donc pour être sûr qu'on puisse bosser ensemble et que je puisse délivrer ton projet pour insérer la date de rendu, bah, je vais t'envoyer le devis avec l'acompte de 50% à régler pour pouvoir bloquer ta place, pour réserver ta place en fonction de comment tu aimes bien dire les choses. Faire ça, ça a plusieurs intérêts. Déjà, le fait de bah, récupérer du cash en amont, de t'assurer que tu bosses pas pour rien, et au moins, bah, ça ouvre déjà le fait que tu vas envoyer un email derrière avec la présentation, le devis et les conditions générales de vente. Bon, bah, tant qu'on y est, vas-y, on va parler de facturation. En vrai, souvent, bah, les gens, ils vont fonctionner 50% avant, 50% après le projet. Mais de mon côté, je fonctionne un peu différemment. Pour les prestations de moins de 500 euros, j'utilise Stripe, qui va me permettre de faire les choses super simplement en envoyant un lien de paiement. Comme ça, bah, j'ai pas d'administratif et je m'embête pas pour les petites sommes. Et pour les paiements de plus de 1000 euros, bah, là, du coup, il y a 50% avant, 50% avant la livraison et pas à la fin du projet. Élément super important parce que si jamais tu récupères l'argent après la livraison, que tu as déjà envoyé tous les fichiers, tu prends un risque énorme de jamais recevoir ces 50%. Donc en fait, il suffit juste d'intégrer dans ton process le fait que ben, le paiement final se fait juste avant la livraison. Et franchement, bah, c'est quelque chose qui est super standard et j'ai jamais eu de problème avec aucun client par rapport à ça. Et du coup, bah, toute dernière partie, peut-être sur le quotidien de freelance, je pense que ça peut être intéressant de parler de ça très rapidement. Bah, déjà, dans un premier temps, je me rends bien compte que je bosse beaucoup plus qu'en CDI. Et avant, j'étais chef de projet communication et marketing avec une équipe et tout. Et ben là, je bosse plus qu'avant. Je fais largement plus que
40 heures, mais c'est aussi un choix de mon côté parce que, bah, il y a des choses que j'ai envie de réaliser et du coup, bah, j'accepte le fait que, je vais investir plus de temps que la moyenne sur ce projet-là. Par contre, il y a un truc important, c'est que je me sens beaucoup plus libre, malgré le fait que je passe plus de temps à bosser. Tout simplement parce que j'ai le choix des clients avec qui je vais bosser, parce que j'ai choisi de bosser avec ce type de clients. Si jamais j'ai envie d'aller à la salle de sport entre midi, bah, je fais ce que je veux. Je bosse sur un projet qui me plaît à moi et en fait, c'est mon projet de vie parce que, bah, je j'ai pas prévu d'avoir d'autres activités que ça le reste de ma vie. Ensuite, bah, il y a aussi la peur, de l'IA qui est constante, mais je pense vraiment que si tu te spécialises dans un truc spécifique, il y a vraiment le temps avant de stresser par rapport à l'IA. Tout simplement parce qu'avant qu'il y ait quelqu'un qui code une IA pour ton besoin spécifique, qui répond spécifiquement à ton client spécifique, mieux que toi, plus rapidement et avec tous les livrables que tu vas proposer et la partie stratégique. Peut-être que je me trompe et que ça vieillira très mal, mais je pense qu'il y a encore le temps. Et au lieu de stresser par rapport à ça, bah, autant se lancer maintenant. Et puis au pire, bah, en fait, ça fera juste de l'expérience en plus. Tout ça pour dire que je pense vraiment qu'il est pas trop tard pour vivre de sa passion, que de mon côté, bah, c'est quelque chose qui m'apporte énormément et bah, je suis trop content d'avoir pris cette décision. Et que, ok, il va y avoir du taf et il faut en être conscient, mais c'est clairement réalisable. Et bah, si tu prends un petit peu de temps tous les jours pour pouvoir bosser sur ce projet-là, je suis sûr que tu vas pouvoir y arriver aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je sortirai. Et de toute façon, bah, j'ai prévu de créer des vidéos sur tous ces différents concepts que j'ai exposés pendant cette vidéo pour vraiment aller en détail à chaque fois et te permettre d'éviter bah, toutes les différentes erreurs que j'ai pu faire durant toutes ces dernières années.